Madame la ministre, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien avec nous, qu'on conduit en marge de la 12e édition des Dialogues Atlantiques, Atlantic Dialogues, dont vous êtes une habituée, puisque vous êtes aussi une amie du Policy Center. Je le suis, c'est un privilège. Et je dois dire, et ça c'est remarquable, ce n'est pas du protocole. Vraiment, je me souviens de la première édition qui a été extrêmement intéressante, qui a été faite à Rabat d'ailleurs. Et on a, chaque édition, je me dis, bon, ça y est, ça ne peut pas continuer à augmenter en qualité. Peut-être que c'est plus nombreux, mais en qualité, non. Mais l'année suivante, il y a toujours des améliorations, ce qui quand même est compliqué. Le plus vous êtes dans le top, le plus c'est compliqué de grimper encore. Mais c'est fait. Merci beaucoup, Madame la ministre. Je dois dire, par exemple, que le lancement de ces rapports, et c'est le dialogue qu'on vient d'avoir, est quelque chose d'extrêmement intéressant que fait le Policy Center et que cette conférence sert de haut-parleur. Écoutez, merci beaucoup pour vos mots. Je voudrais vous poser des questions sur un pays dont vous avez été la ministre des Affaires étrangères, le vôtre, l'Espagne, pays important pour le Maroc, qui est son voisin, son premier partenaire commercial, un des premiers investisseurs étrangers ici. L'Espagne exerce notamment actuellement la présidence du Conseil européen. Et c'est à ce sujet que je voudrais vous questionner, parce que cette présidence se fait dans des circonstances particulières, avec la guerre en Ukraine qui se poursuit, avec les effets que ça a pu avoir sur l'économie européenne, notamment sur la fourniture en énergie du continent, sa principale économie, le Royaume-Uni. Je voudrais avoir vos impressions générales sur la façon dont l'Espagne a pu assumer cette présidence qui était très attendue. Bon, d'abord, permettez-moi de répondre à votre aperçu de la relation entre l'Espagne et le Maroc. Pour l'Espagne, le Maroc est simplement la plus complexe et la plus importante relation internationale que nous avons, parce que les relations avec Paris ou Rome ou Bruxelles ne sont pas des relations internationales. Et le Maroc est une très particulière relation qui est tissée d'une énorme quantité de fils. Quand on a une énorme quantité de fils, il y a parfois où un fil fait un nœud. Eh bien, il faut s'atteler à défaire ce nœud. Et je pense que le Maroc et l'Espagne, en ce moment géopolitique, ont davantage de situations où ils entrent en résonance, où la relation remet ou met en exergue, remonte la qualité en tant que charnière, avec l'Afrique sous-saharienne d'un côté, avec l'Union européenne, mais surtout avec l'Amérique latine. Et c'est bien évidemment ici, à l'Atlantic Dialogues, qu'on voit ça, cette raison d'être de cette relation. Alors, vous me posez la question, et excusez-moi d'avoir été un peu longue, mais je pense que c'est fondamental que nous comprenions, Marocains et Espagnols, l'importance, nous le savons, mais aussi ce fait qu'il faut être toujours très alerte. S'il y a un nœud, il faut le défaire, avant qu'il y ait davantage de nœuds. La présidence espagnole de l'Union européenne, écoutez, ça a été une présidence mouvementée, disons, parce que une présidence se prépare bien à l'avance, il faut avoir un programme, etc. Et il y a eu ces élections qui ont été convoquées. C'est différent quand on sait qu'il va y avoir une élection, quand c'est programmé, quand c'est la fin d'un mandat, ou quand un Premier ministre en exercice des compétences qui sont les siennes convoque des élections avant l'expiration du mandat. Ça a été le cas. Parce que ça bouleverse. Et il y avait, par exemple, des réunions importantes, Union européenne, Amérique latine, la réunion des parlements
a été faite alors que le Parlement espagnol n'était pas constitué. Parce qu'il avait... Donc voilà, cela étant dit, il y a du point de vue législatif, vous savez, il y a des avancées qui ont été faites importantes du point de vue législatif dans le domaine de l'énergie, de l'environnement, dans les relations internationales. Ce n'est pas toujours facile d'être la présidence, mais je crois que pour une présidence qui a été conduite dans une situation internationale, disons, j'allais dire bouillante, mais peut-être bouillant n'est pas le meilleur adjectif, mais une qui pose des défis importants. Et l'Ukraine, vous l'avez mentionné, mais il y a eu Gaza qui a émergé au milieu de la présidence, qui a été mené par un gouvernement faisant fonction, qui a fait qui a mené les dossiers, parce que la présidence mène les dossiers législatifs, directifs, qui a été mené dans ces circonstances. Je pense que c'est un bilan intéressant. Vous évoquiez effectivement cette sorte de communauté, si je puis dire, entre le Maroc et l'Espagne. Une des caractéristiques que les deux pays partagent est celle d'avoir à la fois un littoral méditerranéen et un littoral atlantique, tourné vers l'océan. Et précisément, l'Espagne semble de plus en plus assumer ce rôle de hub, de centre, de charnière, comme vous le disiez, entre la Méditerranée et l'Atlantique et entre l'Afrique et l'Europe, disons à ces deux niveaux-là. Notamment au niveau énergétique, en cherchant à se présenter comme un hub gazier, avec des projets de fourniture en énergie plus verte, des opérateurs industriels très importants en Espagne dans ce secteur, des avancées qui étaient assez précoces, notamment en termes de génération d'énergie solaire. Et je voudrais vous interroger justement sur la capacité de l'Espagne à mener à bien cette politique en tant que hub. Si vous me permettez, vous parlez de cette complicité, si je puis dire, que nous devons avoir l'Espagne et le Maroc. Et pourquoi? Eh bien, soyons clairs. Et d'une, la bande sous-saharienne devient de plus en plus un défi, et le Maroc est en première ligne. Et d'autre part, l'initiative, le drive que disent les Anglais en Union européenne est allé vers le nord et vers l'est. Donc c'est à nous de rattraper ça en expliquant aux Baltes, dans ce contexte de guerre en Ukraine, qu'il est évident que ça nous concerne tous. Et je dirais que ça concerne la sécurité régionale. Donc, ça concerne aussi, dans un sens plus large, même le sud de la Méditerranée. Mais ce qui nous interpelle là, c'est de ne pas nous focaliser, de ne pas, et ça c'est très important, de ne pas nous brancher sur l'Est et sur le Nord en oubliant les défis qui sont posés par l'Afrique sous-saharienne. Là, c'est le rôle du Maroc. Maintenant, parlons énergie. Écoutez, vous avez très bien parlé de la position très engagée de l'Espagne. Mais il faut aussi parler de la position très engagée et prometteuse avec des réalités très grandes. Et Ouarzazate en est une, du Maroc. Je crois que ça aussi, nous partageons. Nous avons fait, et le Maroc et l'Espagne, nous avons fait une mise sur les énergies renouvelables, avec une idée de l'hydrogène vert. Évidemment, pour le Maroc, c'est d'abord l'hydrogène vert pour faire de l'ammonia verte, pour faire des engrais verts, ce qui va être vraiment un changement, vraiment un changement dans le panorama et africain et mondial pour ce qui est l'agriculture en termes généraux. Mais derrière
derrière ce projet, qui est un énorme projet de renouvelable, ammoniac vert, engrais, il y a aussi la mise du Maroc sur les énergies renouvelables. Et évidemment, là, nous avons en ce moment des connexions pour le gaz, connexions gazières, nous avons quelques connexions en câble sous-marin électrique, mais ça, nous devons le multiplier parce que dans probablement moins de ce qu'on pense aujourd'hui, nous aurons de l'énergie, on va voir sous quelle forme, qui ira du Maroc en s'ajoutant à l'énergie espagnole et qui ira vers l'Allemagne finalement, qui est le grand, vous avez parlé de ce bouleversement énergétique qu'a supposé l'invasion totale par la Russie de l'Ukraine. Et une des conséquences, c'est cette déroute germanique dans un volet qui est fondamental pour leur énergie. Ils ont une grande partie de leur économie qui est basée sur de l'électro-intensif. Donc voilà. Je trouve qu'en filigrane de ce que vous dites, il y a beaucoup de points intéressants sur la capacité de l'Espagne à tâcher à jouer un rôle d'entraînement vis-à-vis des pays d'Europe du Nord pour plus prendre conscience de l'importance des réalités africaines et aussi sur la capacité du Maroc et de l'Espagne à jouer un rôle de deux moteurs en fait, en quelque sorte, de cette intégration énergétique et de coopération de façon générale entre l'Europe et l'Afrique. Le point sur lequel je voudrais vous interroger, ce serait le suivant. Premièrement, est-ce que vous pensez que l'Espagne, qui a finalement toutes les qualités d'un géant, disons, c'est tout de même un invité permanent du G20, c'est un pays dont la transition démocratique aussi a beaucoup inspiré, et puis c'est un pays qui a énormément de grands acteurs industriels, comme je le disais, d'abord, et par ailleurs, c'est quand même un pays dont un certain nombre de personnalités ont assumé des fonctions importantes au niveau de l'OTAN. Je pense à Javier Solana, par exemple. Aujourd'hui, la diplomatie européenne est assumée par une figure importante de la politique espagnole. Est-ce que vous avez le sentiment que l'Espagne, aujourd'hui, est au niveau de son potentiel, et en particulier au vu de la polarisation qui semble caractériser la scène politique espagnole? Écoutez, la polarisation des sociétés est toujours mauvaise chose. Et ça consomme des énergies qui devraient être canalisées, focalisées vers des buts positifs, constructifs, d'élargissement. Et les querelles de clochers ou de régions, mais ces querelles internes sont des problèmes. L'Espagne, comme d'ailleurs le Maroc, a une société très active, très engagée, très branchée. Je parlais hier avec quelqu'un qui venait du Canada, qui d'ailleurs que j'ai retrouvé, qui sera dans l'Atlantic Dialogue, et qui me disait combien il avait été impressionné par le tissu entrepreneurial. C'est comme ça, et je pense que ça, c'est aussi vrai au Maroc. Nous avons des sociétés très vives. Est-ce que l'Espagne pourrait faire mieux? Moi, je pense qu'avoir des positions internationales, c'est important. Moi-même, j'ai occupé une importante position multilatérale. Mais je crois que ce qu'il faut regarder, c'est les sociétés où elles vont. Et nous avons des sociétés, particulièrement en Europe, qui se recroquevillent sur elles-mêmes. Le problème de l'Espagne est différent. Nous avons un problème de tendance centrifuge et identitaire. D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls. Les sociétés modernes, nous avons ce malaise. Ce sont des sociétés très actives, mais des sociétés qui tournent au malaise avec moins résilientes. Et ce qu'il faut, c'est construire et insister sur cette résilience. Mais enfin,
Moi, je crois qu'en dernière échéance, il faut regarder la société. Et nos sociétés, nous vraiment devons faire tout pour mettre à leur disposition les moyens de développer toute cette énergie qui est là. Voilà. Madame la ministre, merci beaucoup Merci pour à vous. votre temps.